Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout une inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. MC Solar, 49 ans. Pionnier marginalisé du rap français, solaire, salutaire et solitaire, pratique aussi bien l'art de la fugue que celui de la rime. Arrivera-t-il à sortir de sa bulle ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Qu'est-ce que je fais là ? Oui, je me suis dit, peut-être que je vais tenter de savoir qui je suis, aller un peu plus profondément en moi. Peut-être que ce sera un autre Claude que je découvrirai. J'espère. Bonsoir, Claude MC Solar. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, vraiment du fond du cœur, puisque si cette question s'est affichée à l'écran, c'est qu'un de vos bons amis d'enfance, Bambi Cruz, nous a dit, depuis toujours, il était énigmatique, il peut se livrer, mais avec beaucoup de résistance. Vous en avez conscience, ce soir c'est un peu une émission challenge pour moi, je vais devoir avoir de la persévérance. Oh non, je pense que je dois être effectivement un peu énigmatique. Ouais. Je me livre pas beaucoup parce que, en général, quand on se livre, ce sont des fardeaux, donc qu'on partage et ça peut faire du poids aux autres. Et comme je suis un artiste, alors je mets le côté artiste qui fait partie du spectacle et puis les autres choses, je les livre quelquefois dans des chansons. Et ce soir, vous êtes prêt à les livrer davantage aux téléspectateurs du divan, Claude ? Oui, je vais livrer certainement des choses. Quelquefois, quand on en livre très très peu, ça peut faire beaucoup. Quand on regarde un litre d'eau et qu'on met un tout petit peu de citron, de sirop de citron, ça a le goût de citron. Ça a le goût de citron et c'est très bien comme ça. Mais moi, je vais le presser, le citron, Claude. Vous savez, je vais essayer, en tout cas. Oui, on va presser et puis... on verra bien ce qu'il en sort. Oui, il en sortira certainement un bon jus. Allez, on va essayer donc de presser, de boire ensemble, parce que vous êtes une somme de paradoxes. Paradoxe aussi parce que vous êtes chanteur, alors vous auriez pu être footballeur, vous étiez même promis à un grand avenir. Paradoxe encore, parce que vous êtes la tête de gondole du rap français, vous êtes vraiment l'un des pionniers, alors que ce milieu vous a mis un peu de côté. On va parler de tout ça et de plein d'autres choses encore. On a retrouvé des images de vous tout jeune, vous alliez à un concert, le concert de Public Enemy. Il y avait une caméra de Canal+, à l'époque, l'excellente émission 24 heures, qui vous suivait, sans savoir que vous alliez être le Claude MC Solar du futur. Et ça donnait ça dans le métro parisien. Franprix, Uniprix, Viniprix, Monoprix, saloperie. Les commerçants ont bien compris ce monde est caca, pipi, caca, capitaliste, plus t'augmentes les prix, plus t'as du bénéfice. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le chat tyran est mort et c'est la même cadence, on voit la dèche. Au Bangladesh, derrière la dette. Au Bang, la dette, la déroute, à Beyrouth. Capitale du Liban, un seul exemple, on tue un président, on meurt des morts en Amérique latine, les dictatures durent depuis trop longtemps. C'est mauvais, Ça date pas d'hier, hein ? Ah non, ça date pas d'hier. Je commence avec une très très belle phrase, Franprix, Uniprix, Viniprix, Monoprix, saloperie, qui est une phrase qui n'est pas de moi. C'était une lecture d'un homme qui voulait faire la révolution à vélo, qui s'appelait Mouna. Et il avait l'habitude d'haranguer les gens dans la foule. Et en rentrant un soir, j'ai pris cette phrase pour commencer mon texte. Alors c'est Mouna, c'était un artiste exceptionnel. Et puis ça se termine par « c'est mauvais, mauvais, c'est mauvais, mauvais », alors que c'était super bon. C'était le tout début. Depuis la carrière, c'est vous qui l'avez faite. On va raconter comment. Votre pote Philippe Bordas, ami photographe, nous a dit « c'est la personne que j'ai le plus photographiée dans ma vie, mais je ne sais presque rien de lui. Personne ne sait vraiment qui il est. Peut-être sa mère ».
qu'on n'a pas pu appeler puisque vous avez protégé, ça c'est la règle de l'émission, on n'appelle que les gens que l'artiste veut bien nous voir appeler, et vous, vous êtes protégé. Ah bah oui, il y a des avantages et des inconvénients d'être dans la lumière. Bon, je pense qu'elle l'a vu à mes tout débuts. Il y avait toutes ses collègues et voisines qui venaient lui poser des questions sur moi auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Donc, je les ai protégés de ça depuis très très longtemps. Philippe Bordas, c'est un gars qui aime la photographie de punch. Ça ressemble beaucoup au rap. Et effectivement, j'en ai fait énormément avec lui. Sauf qu'il ne sait rien de vous. Vous savez pourquoi vous vous réfugiez derrière des paravents? C'est pas que l'artiste qui veut se réfugier derrière son œuvre, c'est aussi Claude Mbarali. Oui, j'aime bien ne pas me mettre en avant. J'avais un commandement que j'ai appelé le 11e commandement, qui était tenter d'avoir une espèce de discrétion au-delà du groupe ou de la grappe autour. Je crois que je suis toujours profil bas, je me minimise, et puis j'aime bien, oh là 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 là, et puis j'aime protéger les gens, quoi, qui quelquefois n'ont pas demandé. Je me minimise, j'aime bien faire profil bas. Il y a un petit côté qu'on va explorer ensemble ce soir, sage, et peut-être même sage africain. Oui, il y a un côté sage, modérateur, donneur de conseils quand je rencontre des gens. Et je crois que j'ai souvent ce rôle, alors entre guillemets, pas de grand frère, mais de quelqu'un qui essaye d'éclairer, de voir que tout n'est pas aussi facile que ça. Regardons quels sont les obstacles. Ça pourrait être mieux. Moi, j'ai résumé ça comme ça. Un sage qui plane si haut que rien ne semble toucher, qui vit sur une planète dans une bulle. Est-ce que vous vous reconnaissez quand je raconte tout ça de vous? Oui, je me reconnais énormément. Oui, j'aime bien prendre des parts de rêve. Bon, c'est pour avoir cette espèce de liberté artistique, quoi. Trouver quelque chose qui sorte du quotidien. C'est pas que l'artiste, encore une fois, Claude, dont je parle. C'est de l'homme. L'homme qui, depuis 10 ans, a disparu entre 2007 et 2017 pour vivre sa vie. Effectivement. J'ai eu, comment on appelle ça, une paternité. On appelle ça une paternité, 2 beaux enfants, ouais. Deux enfants, quoi, comme à peu près un grand nombre de Français. C'est pour ça que j'essaye quand même de restabiliser. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose que je voulais à tout prix avoir. C'était prendre le temps de ne pas regretter, de ne pas avoir vu grandir. Et j'ai eu cette chance de par ce métier, de pouvoir prendre du temps. Donc, je m'étais pris quelques années pour voir pousser les plantes. J'ai dit un sage qui parle très bien. La preuve, on fait un autoportrait. C'est vous qui parlez le mieux de vous-même. Regardez. Ma mère, elle m'a appris trop, beaucoup trop. C'était cool parce qu'elle nous a laissé pas mal de marge. Et, je sais pas, elle nous a donné le goût de la liberté. J'ai arrêté le foot, je trouvais ça très bien aussi d'arrêter le foot, j'avais du temps. Je suis passé du foot à écrire des textes, à sortir avec les gars du coin, à marcher un peu en boitant parce que c'était la mode. Tout est né de ces quelques bouquins que j'ai lus. Des bouquins de poésie, des livres sur les jeux de mots. C'était les jeux avec les mots. C'est ça qui me guide. On était des négropolitains et on se connaissait tous, nous, de cité. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 7-8. On est allé là-bas, on a fait une dizaine de pays, mais on est revenu en France avec une certaine fierté. C'était un énorme manque. On se sentait fort. En rentrant, on se sentait fort. Plutôt Gandhi, plutôt dandy, plutôt esthète. Faire penser les gens plutôt que de leur imposer un style démagogique. J'ai toujours été contre le culte du plus fort. Avec le temps, je serais... D'abord, je vis au quotidien plus heureux. Je me dirais, j'étais pas un jeune con qui regrette d'avoir été méchant sans raison. Et j'entends là ce que je viens de dire. Je pense que je suis exactement pareil, que j'ai pas du tout évolué, alors que quand j'entends ma voix, ça a l'air d'être il y a super longtemps. Au fond, est-ce qu'on peut dire, tout à l'heure on parlera de votre famille, mais cette discrétion, c'est un héritage familial, ça vient de votre éducation?
Alors moi, je crois quand même à quelque chose, c'est que j'aime pas me mettre en avant. Ça, j'ai compris. Vraiment, j'aime pas trop me mettre en avant. Bon, Et quand vous avez été mis en avant pendant votre vie, à un moment donné, vous avez vécu avec quelqu'un de célèbre, Ophélie Winter, vous étiez à la une de tous les magazines, ça glissait sur vous ou ça vous heurtait? Non, ça glissait. J'avais lu un livre d'un professeur, M. Labouré, qui parlait de l'éloge de la fuite, quoi. Et moi, je l'ai compris comme quoi, s'il y avait quelque chose qui nous gênait, une espèce de mur, on peut taper dedans, aller chercher à droite et à gauche, ou bien le contourner. Ça fait gagner du temps. Donc, je subissais. Mais ça m'a confirmé quelque chose, un truc, pour vivre heureux, vivons un petit peu cachés, quoi. Les proches disent, toujours Philippe Bordas, il nous dit Claude, c'est un mec de la flottaison, on pourrait parler de négligence ou de paresse, mais non, c'est de la flottaison. La flottaison, c'est grosso modo se laisser porter. Oui, il faut pas cadrer sa vie. Sinon, il n'y a rien qui nous arrive et on devient dirigiste, on devient dictateur. Et j'aime ces moments de flottement. Avec ce photographe, on est parti partout. Et on a toujours flotté, on s'est retrouvés dans des endroits incroyables, on a rencontré des gens qui nous ont raconté des histoires folles. C'est un côté littéraire à l'ancienne, c'est-à-dire littéraire, quoi. C'est même plus que ça, vous êtes presque chanteur par hasard, rappeur par hasard. Ouais, je prends le chemin qui arrive, effectivement. Je me dis, bon, il faut que j'arrête le foot parce que je dois aller à l'université. À l'université, je rencontre quelqu'un qui me dit que dans cette université, on étudie le rap. J'écris un peu des choses, je me dis, je vais faire ça un petit moment, mais il faut que je garde mon truc. Puis ça s'emballe, mais ça m'a donné beaucoup de choses, quoi. Ça m'a extrêmement nourri parce que je rencontre des gens, puis je vais. Waouh. Ça, c'est ma prof de maths, prof principale. J'étais pas très bon en maths. Bon en français, ce qui vous a permis d'écrire, vous l'avez dit, à travers ces chemins de droite et de gauche, presque par hasard, de faire du rap, et avec le succès qu'on connaît, juste pour le plaisir, une petite compile, Claude MC Solar. Bouge de là. Bouge de là. Yeah. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de corps. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Elle est partie Mazo avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même mégot, je sens un pincement dans son cœur mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofina pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline. Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à freine, que freine, le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Yeah, le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. C'est absolument génial de vous voir vous regarder. Parce qu'on sent une forme de plaisir d'un temps presque révolu, non ? Oui, d'un temps presque... Oh, il est pas révolu, c'est que je vois les têtes, je me vois fixé comme ça, regarder en face, comme si je m'ennuyais un peu, alors que je kiffe. Vous avez connu un succès insolent dans les années 90, 2000. Vous avez vendu des millions d'albums en France, à l'étranger. Vous êtes un personnage public de premier plan. Tout d'abord, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ce succès il vous a terrifié ? Oui, à certains moments. Je me rappelle dans cette période-là, je me suis retrouvé dans un aéroport. Je me suis vu dans plein de supports presse. Et là, je me suis dit, mais j'avais pas eu le temps de voir, quoi. Donc j'étais à 3 endroits. Donc et j'avais demandé à arrêter tout. Je crois que j'avais arrêté presque 1 an déjà, en me disant mais j'ai pas encore choisi ce que je veux faire et les gens ils sont susceptibles de me reconnaître et des choses comme ça. Il faut rappeler
aux téléspectateurs qui ne se souviennent pas comment c'était il y a 25 ans, c'est parce que vous sortez vos albums, Qui sème le vent, Prose Combat, que les magasins de disques ouvrent des rayons de rap français. D'ailleurs, aujourd'hui, ces albums, ils sont introuvables, Claude. Même sur les plateformes de streaming, leur commercialisation en est bloquée par une longue et complexe bataille juridique avec une ancienne maison de disques, Polydor. Est-ce que l'artiste et l'homme en souffrent ? Oui, bien sûr, parce qu'on avait mis beaucoup de cœur, beaucoup de travail, beaucoup de subtilité. On avait envie de faire en sorte que montrer que c'était pas juste casquette, basket, micro, mais qu'il y avait beaucoup de richesse jusque dans l'imagerie, l'artwork. Chacun des gens, de l'ingénieur du son, tous les gens qui sont marqués dessus, on a réfléchi, pensé, on est allé au plus loin de nous-mêmes, et c'est un beau témoignage quand même. Mais un jour, ça se réglera automatiquement. J'espère avant 2033 ou 2037, quoi. Pour aller approfondir, on a demandé à un de vos amis d'enfance, Bambi Cruz, vous l'avez connu à l'école primaire. Son vrai prénom, c'est Gabriel. Il est danseur, chorégraphe, il vous a accompagné très longtemps sur scène, d'être avec nous. Bonsoir, je l'appelle Bambi Cruz ou Gabriel? Comment on vous appelle? On m'appelle Bambi. Bambi, je vous appelle Bambi, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous diriez pour commencer que votre copain Claude, connu à l'école maternelle, reste un mystère pour vous ou pas du tout? En fait, je connais son mystère, c'est-à-dire que je sais qu'il a une partie mystérieuse qu'il gardera toujours, donc on l'accepte et puis on cherche même pas à y aller, quoi. On l'accepte avec. Mais ce mystère, c'est quoi? De la timidité, de la pudeur, de la modestie, de la fausse modestie peut-être, j'en sais rien. Alors la fausse modestie, c'est impossible parce qu'il l'avait quand il avait 17 ans, 15 ans. Quoique, la première fois que je l'ai rencontré au bac à sable, avec le ballon de foot, il aimait bien nous ridiculiser. Alors, donc là, il n'était pas modeste, avec un ballon au pied. Ah ouais? Ouais, il aimait bien, il savait jongler, il était plus fort que nous. En fait, c'était évident que c'était un 10. 10, c'est l'attaquant, hein. 10, c'est Zidane, quoi. Voilà, 10, c'est Zidane. Et en fait, le truc qu'il faisait qui était très drôle, c'est quand on faisait un match de foot avec lui, donc déjà on se battait pour l'avoir dans notre équipe, et ensuite quand on l'avait, il se mettait à l'arrière, ça nous énervait, il jouait en défenseur. Quand on perdait, il se disait il faut que je fasse quelque chose, il prenait la balle, et il allait droit sur les buts, et là où il pouvait marquer, il avait tout fait, toute l'action, et là il la passe à quelqu'un qui des fois foirait. Incroyable. Et donc rien que ça le décrit bien le personnage, quoi. Et jamais vous en vouliez à celui qui ratait le but décisif alors que vous aviez fait tout le boulot, Claude? Non, j'ai pas fait tout le boulot, mais jamais. Par contre, on aime bien gagner quand même, hein. J'aime bien gagner, quoi. Mais non, j'en veux pas parce que j'oublie jamais que c'est un jeu. Bambi, vous étiez là au moment de l'enregistrement de Bouge de là. Est-ce que vous aviez senti qu'il se passait quelque chose? Vous aviez quel âge à l'époque, Claude, d'ailleurs? 18 ans, 17 ans. Bambi, est-ce que vous sentiez qu'il se passait quelque chose? Est-ce qu'il sentait qu'il se passait quelque chose? J'ai envie de dire... je pense comme il a une force de projection énorme, je me dis peut-être il savait, mais en fait tout paraissait normal. Mais quand je lui ai demandé, imagine ça marche, et lui, il était en train de kiffer le moment présent. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimerais faire après, si ça marche, et lui, il me dit, je sais pas, peut-être j'en ferai un deuxième. Donc en fait, il est vraiment presque rappeur par accident, quoi, j'ai envie de dire. Il est venu s'amuser au studio et le succès est venu, quoi. En l'enregistrant, vous saviez que votre vie allait changer ou pas du tout? Non. Et oui, c'est très tard, hein. Très tard. J'ai raconté l'épisode de l'aéroport. Je me suis dit, oh zut, je crois que on est dedans là. Les gens ils nous reconnaissent dans la rue. On est dedans, les gens nous reconnaissent. Le succès, vous l'avez vécu avec lui, Bambi. Mais ensuite, est-ce que vous l'avez vu évoluer, votre pote? En fait, j'ai l'impression qu'il a pas changé du tout. J'ai l'impression que quand il était jeune, c'était un jeune vieux, quoi. Plutôt un jeune vieux sage. Un jeune vieux sage, c'est mieux, ouais. Voilà, parce qu'en fait, il avait un recul déjà sur la vie, sur l'industrie du disque, vraiment, je sais pas, incroyable. Du coup, nous, qui étions derrière, on avait envie de
de ce petit côté bling-bling. On était d'un coup en avant, on allait à l'école, on nous voyait à la télé, on était content, on avait envie de frimer. Mais comme lui, il avait tellement de recul que du coup, tous, on s'est mis à son diapason, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est presque un métier. Il a rendu ça presque aussi banal que je sais pas, d'être boulanger ou je sais pas. Ado, comment il était? Vous disiez, c'était le mec le plus intriguant du quartier. Ah ouais, le plus mystérieux. C'est-à-dire que, comme déjà, il avait une liberté qu'on n'avait pas, nous, en tant qu'enfants, parce que des fois, sa mère travaillait le soir, donc il avait une liberté où il sortait la nuit tard. Donc nous, on n'avait pas ce truc-là. Et lui, il en profitait pour se balader dans Paris, puisque tout le monde, dans la cité, il n'y avait plus personne, quoi. Donc lui, il se baladait dans Paris, il adorait fouiner, et le seul côté matérialiste que je lui reconnais, c'est qu'il allait chercher les bons plans dans Paris et qu'il les ramenait dans notre quartier en nous disant « Il y a une boulangerie avec des éclairs au chocolat qui font 1,50 m et je sais pas, qui coûtent 50 centimes. » Et donc, il déplaçait toute la cité pour qu'on aille dans cette boulangerie. Donc, il était intriguant, quoi. Merci beaucoup, Bambi Cruz. Merci beaucoup. On se replonge dans l'enfance. Vous êtes né à Dakar, au Sénégal, de parents tchadiens. Vous arrivez en France très tôt, à l'âge de 9 mois. Votre père est traducteur. Votre mère va enchaîner des boulots, plusieurs en même temps, l'usine, l'hôpital. Est-ce qu'à la maison, c'était un peu l'Afrique, même si vous n'y avez pas vécu? Oui, à la maison, c'était l'Afrique parce que ma mère, il y avait tous les compatriotes. Elle est du Tchad, donc il y avait il y avait des oncles, des tantes, donc des gens de Centrafrique. Ça parlait, comme je suis né au Sénégal, il y avait des Sénégalais, et donc les gens qui étaient là, ils parlaient wolof, sango, l'arabe. Des fois, ça parlait français. De temps en temps, ça parlait centrafricain. Donc, j'avais une Afrique globale. Mais j'avais évidemment toujours une envie d'aller là-bas, de comprendre, de le sentir réellement, de le vivre. Et pourquoi vous avez attendu le succès pour y aller, alors que d'autres de votre famille avaient fait le voyage? Vous, finalement, vous avez mis beaucoup de temps à y aller en Afrique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? C'est simple. Ma mère travaillait assez difficilement. Elle pouvait partir et pas emmener tout le monde parce que ça coûtait un petit peu de... Et il faut faire des arbitrages. Bon, ce coup-là, ça va être toi. 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 Et le mien, il n'était pas arrivé parce qu'il devait y avoir... C'était ça, l'histoire. Oui, l'histoire, c'était que tout le monde ne pouvait pas y aller en même temps. Vous le ressentiez comment? Comme une injustice? Comme une tristesse? Non, j'avais des récits. Ah non. J'ai jamais eu la moindre jalousie. Évidemment, je l'ai rêvé, imaginé. Fantasmé, mais... tu vois que de l'autre côté, il faut qu'elle travaille pour qu'on puisse... c'est déjà sympa, d'ailleurs, d'emmener d'autres personnes, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Vous y êtes allé pour une tournée incroyable, le Sénégal, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria. Et c'était donc en 1994, on regarde des images. Underground est populaire et l'assaut, à l'instar de la star des transports, le métro. Clash, je me place en place avec classe parce que l'art casse la masse au son de cette basse. Le Black Megamax était pris dans un Big Mac. D'un côté le cœur et de l'autre crac-crac. Je ne lui demande pas d'avoir des amours platoniques, mais que le côté cœur soit beaucoup plus tonique. Moi j'aime la province, évincée par le système. On y trouve le vrai, le beau, les relations humaines. Les relations humaines. C'était des très des moments incroyables. Et chaque personne qu'on a vue là, chacun nous a fait découvrir quelque chose. Et quand on est rentré en France, je me rappelle, à un moment donné, on arrive à Bagnolet. On était devenus transformés. On a vécu des choses. Chacun a découvert partie de ses origines. Tout le monde doit faire ce voyage, qu'on soit africain ou pas, parce qu'on parle à des gens et on apprend des choses. Mais quel manque a comblé ce voyage?
Reprendre contact avec ses racines si tard, forcément que ça, à un moment donné... Ça a comblé le manque de confiance. Tu sais que tu viens de quelque part. D'accord. Tu sais que tu viens de quelque part. T'es pas une plante en pot. Tu vois des gens qui te ressemblent. Bon, dans la cité aussi, les gens te ressemblent, mais tu trouves ton creuset. Ça veut pas dire qu'il faut vivre là-bas, mais t'as enfin un creuset. À l'école, quand les gens ils disaient oui, je vais dans Lyon, dans la maison de campagne. Alors, moi qui ai fait Évry, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Denis, Antony, ces différents coins donc mon creuset, je le connaissais pas. Donc là, juste savoir qu'on a un creuset, qu'on vient de tel continent, super. Là, pendant 2 ans, on était sans faire de gymnase club ou d'abdominaux, on était waouh. Les racines qui étaient enfin reconstituées. Ménélique, Bambi Cruz, Dimidjé, Boombas. Oh là 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 là. Arlini, on a été changés. Je sais pas, on a été changés, quoi, tous. Ça, c'était en 1994, donc, en Afrique. La première fois que vous y allez, que vous y retournez, vous le dites, hein, le creuset, les racines, d'un coup, vous savez d'où vous venez. Votre père, lui, il y était retourné il y a bien longtemps en Afrique, puisque quand vous avez 5 ans, votre père décide de retourner au Tchad pour continuer ses études, puis travailler en tant que traducteur, même si vous l'avez expliqué, ce départ. Il rentrait au Tchad pour continuer ses études et faire avancer son pays. C'était plutôt louable. Mais toujours est-il qu'il est parti. Oui, donc mais il est parti très tôt, donc j'avais pas encore conscience. Et je sais pas ce que ça m'a fait, parce que évidemment, on va dire jusqu'à 8-9 ans, il y avait peut-être l'attente d'un hypothétique retour. Mais c'est ça les difficultés d'être enfant. On sait pas exactement ce qui s'est passé. C'était peut-être pour nous, tu vois, il y a plein d'interrogations. Est-ce que c'était pour nous préserver? Est-ce que vous ne l'avez jamais voulu? Non. J'en ai voulu à personne, puisque ça a été comblé du côté qui était là. C'est-à-dire votre mère. Mais c'est assez dingue ce côté que vous avez, on comprend bien depuis tout à l'heure, de voir toujours le bon côté des choses. Ah, mais peut-être qu'on regrette ce qu'on a perdu. Mais quand on l'a presque jamais palpé, on ne sait pas ce que c'est exactement. Mais vous avez cherché à comprendre pourquoi il est parti? Non, je n'ai pas apporté des problèmes supplémentaires à quelqu'un qui se bat, qui nous nourrit, qui nous aime et qui nous pousse à bosser à l'école ou des choses comme ça. Non, à ma place. Chacun à sa place. Votre père est décédé enterré au Tchad et Bambi, qui était là tout à l'heure, nous a rapporté une anecdote sur un voyage dans ce pays. Nous sommes allés faire un concert au Tchad en décembre 2011. À un moment, Claude s'est éclipsé comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il est allé sur la tombe de son père. Il n'en a pas parlé, ça doit sûrement être trop lourd à partager. Oui, évidemment, je suis sur place. C'est la première fois que j'y vais, que j'ai trouvé. Donc, je crois que il fallait y aller. J'avais pas beaucoup de temps et il fallait y aller, quoi. Si ça avait été à Paris, je serais pas allé voir la Tour Eiffel. Je serais allé quand même. En premier lieu, aller voir cet endroit-là, guidé par des membres de la famille que je connaissais pas. Et évidemment que j'y suis allé au petit matin. Oui, quand tu es sur place, il faut faire la chose, quoi. Et vous l'avez faite. Vous nous avez donné des photos, on a vu des photos de famille, certaines avec votre père, celles où vous êtes donc dans les bras de votre mère, entourée de la famille. On les a confiées à Christine Ulevucci, qui est notre psy, spécialiste du décryptage des photos de famille. Elle a regardé et voilà ce qu'elle en dit. Les photos de naissance constituent le corpus visible d'un vécu et retient la mémoire de ce qui a existé. Sur cette photo, prise à l'occasion de l'arrivée du petit Claude, tout est agencé avec minutie pour acter un moment important et donner une image structurante de la famille, quel qu'en soit le devenir. Dans une disposition très codifiée, la mère tient le bébé dans ses bras, entouré de ses 2 autres enfants. Le père, à l'arrière, endosse son rôle protecteur, encadrant et enveloppant. La pose scénarisée, renforcée par la présence intense de chacun des protagonistes, tous, même le bébé, fixent l'objectif, dégage une sensation de pérennité et d'immuabilité. On notera la fonction soutenante de la mère,
le bras en nacelle qui présente l'enfant de face et lui offre une assise stable et légère, réalisant la prouesse visuelle de le tenir sans le retenir. Même si peu de temps après, le père absent manquera à l'appel, cette photo constitue un point d'ancrage auquel se référer. Ce portrait rassurant du socle d'origine atteste de la place du futur MC Solar au sein d'un groupe d'appartenance. Comme toute photo, elle enregistre et garde en latence quelque chose d'un vécu et retient la mémoire de ce qui a existé. Là, c'est bien, là. Parce que, évidemment, visiblement, je viens de naître. Et pour une fois, je suis en super-héros. Ils ont fait cette photo parce que j'étais là, je pense. C'est un accueil, mais effectivement, je pense qu'elle a entièrement raison. C'est-à-dire que, en fait, quand il nous manque quelque chose, on va le développer, on va le faire. C'est peut-être de là que vient l'espèce de qu'on raconte de recul et de maturité très tôt, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as pas ça, donc tu dois en endosser un pourcentage de ce rôle-là. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la photo idyllique, quoi. C'est le photographe qui a dû dire, tiens, hop, 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 et c'est quelque chose d'intemporel. Et puis, les choses ne deviennent pas ce qu'elles devraient être, mais souvent, tout bouge. Votre mère, elle est née princesse au Tchad. Elle vient de la tribu des Boua. Elle est arrivée en France, elle va enchaîner 3 emplois différents la même journée. Vous vous élevez donc seule. Elle travaille d'abord à l'usine, puis à l'hôpital. Elle réussit à passer un diplôme d'aide-soignante. Vous dites, quand tu vois ta mère partir bosser à 8 heures, en sachant qu'elle va passer des heures dans les transports, qu'elle va faire les courses en comptant les pièces dans son porte-monnaie, tu la vois rentrer le soir à 20 heures avec le sourire et te préparer un thermos de lait pour le lendemain matin, parce qu'elle ne sera pas là, tu ne peux qu'être heureux. Oui, c'est exactement ça. Oui. Si il manquait une petite pièce, je vais pas faire mais s'il manquait une pièce, il manquait le litre de lait, quoi. Et voilà, la seule directive qu'elle a toujours donnée, c'est d'essayer de bosser à l'école, de bosser à l'école. Donc je pouvais être voyou, sortir le soir, faire plein de choses. Il fallait bosser à l'école. Mais vous n'avez jamais été vraiment voyou, mais il y a une anecdote quand même qui est assez signifiante. Adolescent, vous êtes arrêté pour des vols de mobylettes. Vous avez déclaré dans Le Monde, les parents cherchaient leur enfant chez les policiers. Ma mère est venue, elle m'a regardé et elle m'a laissé au commissariat. Ah oui, elle avait raison. C'est l'attitude juste. Il y a plusieurs attitudes. Où on te met une tarte et tout, paf, et après, tu as un rapport toujours un peu bizarre. Où on va accuser, oui, c'est pas mon fils, il a suivi cela, etc. Et là, ça veut dire que j'aurais continué à faire n'importe quelle singerie en disant, ouais, on est toujours de mon côté. Là, c'est bon, allez, tu l'as fait tout seul, débrouille-toi, en gros, ça voulait dire ça. Puis après, donc... face à vos responsabilités, ça te permet de penser à ce que tu fais. Elle est encore extrêmement présente dans vos choix de vie ? Oui. Moi, si je lui pose une question, je sais que la réponse sera bonne. On n'habite pas très loin, hein. Ah ouais ? Ben oui, si on doit se retrouver, chacun fait 10 minutes et on y est. Donc oui, elle est omniprésente, un coup de téléphone de temps en temps. Et puis, quand j'ai besoin, en moins de 20 minutes, elle peut sécuriser des trucs. Sécuriser des trucs. En tout cas, votre mère, on l'aperçoit subrepticement dans le clip Victime de la mode, une vidéo tournée là où vous aviez grandi. Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ quand lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Philippe Bordas qui a réalisé
ce clip, presque un documentaire, votre mère est là, et quand vous prenez ce bol, il dit exactement ça. Elle lui tend un bol de café, il y a une lumière naturelle qui émane du bol, et bien pour moi, c'est l'essence même de sa relation avec sa mère. Elle est sa lumière, elle est belle et douce. C'est ça, oui, voilà. Elle me donne la force. Et puis, en fait, c'est envole-toi, quoi. Tu peux partir. Et c'est à ce moment-là que, donc, elle est au courant que je fais de la musique et je pars et je vais au studio et je vais bosser. Donc, ce jour-là, elle sait que je vais plus aller à la fac, quoi. Avant ça, on l'a raconté, il y avait le foot. Vous étiez excellent quand même, parce qu'avec votre humilité, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais vous auriez pu être joueur professionnel. Je jouais bien. Ouais. J'étais, dans mes statistiques, entre guillemets, j'étais numéro 10 dans l'équipe du Val-de-Marne. Je jouais à cette époque-là à Limay-Brévannes. J'étais le numéro 10 dans l'équipe d'Île-de-France. Je joue aussi au foot en salle le mercredi dans la Cité. Ça, là, c'est un foot contact offensif. Donc oui, j'étais dans une bonne moyenne, en tout cas. Plus qu'une bonne moyenne, toujours Philippe Bordas nous dit, pour moi, Claude, c'était avant tout un génie du foot avant d'être un chanteur. Il avait été pris dans des sélections dans lesquelles même ceux qui allaient devenir les champions du monde 98 avaient été refusés. Il a transféré son génie du foot en génie des mots. Ouais, mais en réalité, ça me fatiguait aussi, hein, parce que avec 5 jours par semaine à jouer au foot, j'étais souvent cassé. Donc, j'ai arrêté de moi-même, hein, et pour aller côté études. On va voir comment vous êtes plongé dans les études. Un boulimique des mots, on l'a bien compris. D'abord, on va voir sur un terrain de foot, pas à l'époque, mais après, on a retrouvé des images d'un match caritatif pour l'association Avenir Huntington. On vous voit à côté de Matt Pokora, Jean-Pierre Papin, Yuri Djorkaeff, Bichente Lizarazu, Pascal Obispo, entre autres. Effectivement, vous touchez la balle, là. Ouais, vous assurez quoi? Ouais, quand je regarde, je dis que je peux être meilleur quand même. Vous êtes déjà pas mal. En tout cas, le foot, ça vous a aussi permis d'exister dans la cité. On l'a dit, on a bien compris, hein, famille monoparentale, mère occupée à joindre les deux bouts, petit appartement, précarité. Beaucoup ont développé un sentiment de revanche, une révolte contre la société française. Pourquoi pas vous? Moi, je crois que j'avais quand même quelque chose qui était extrêmement stable. C'était l'autre côté, le côté l'école, où on voit... Mais plein de gamins mis dans votre situation vont à l'école et n'accrochent pas à l'école comme vous avez accroché. Oui. Pourquoi? Comment? Le comment, c'est que comme ma mère travaillait beaucoup, j'avais énormément de liberté. Donc, je pouvais suivre quelqu'un quand il allait à Paris, quand il allait en boîte, quand il traînait la nuit, et donc j'ai finalement eu aucun manque, aucune envie de découvrir, de faire des choses que je crois que depuis l'âge de 12 ans, je me balade, quoi. C'est pas une bonne chose, hein, de sortir, de faire ce qu'on veut, etc. Mais par contre, il y a quelque chose à en retirer, c'est qu'on a une expérience, et puis après, on peut trier ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et cette boulimie d'apprentissage, cette boulimie des mots, comment elle est venue? Puisque votre mère, elle va apprendre à lire assez tard. Vous êtes happé par les mots. Comment c'est venu, ça? Alors, c'est venu, mais quelle chance terrible. On doit aller faire nos devoirs un jour et on se retrouve au centre Beaubourg. Et là, bon, il y a plein de livres. Donc, je prenais des livres de philosophie, de sociologie, de poésie, puis je feuilletais comme ça, et sans m'en rendre compte. Puis on faisait de la philosophie à l'école, sans m'en rendre compte. J'arrivais à construire. Je me faisais un truc binaire. J'apprenais des choses, je le confrontais à l'école. Après, j'allais faire un peu de rap. Je trouve que j'avais un système d'appréhension du monde. Mais les mots, ils étaient superbes. Je suis tombé sur des dicos, je suis tombé sur plein de choses. D'un coup, c'était un appétit immense, quoi. C'est à cause du rap, ouais. Je me suis dit, bon, je suis en train de lire, etc. Et puis, de l'autre côté, à la maison des jeunes, on s'enfermait, on faisait c'est fantastique, là. J'apprends des systèmes de poésie, d'assonance. Je vois qu'il y a les équivalents aux États-Unis, mais qui ont d'autres noms. Mais c'est pareil. Alors, j'en ai feuilleté, lu de la rhétorique et des choses. Et c'est devenu une sorte de passion. Ouais. Mais c'est le fait de prendre un micro qui
qui m'a amené à lire énormément. Vous parliez des États-Unis. Une équipe de célébrités de TF1 vous a suivi aux États-Unis. C'était en 1997. Vous lisez du Jacques Prévert et on voit bien ce rapport quasi charnel avec l'écrit. Jacques Prévert, parole. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec des allumettes. Tiens, pourquoi? Pourquoi pas un briquet? Parce que, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même et soi-disant généreusement en l'honneur des travails. Répétons-le, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental ment monumentalement. C'est pas mal, c'est superbe, c'est Prévert. Pas d'histoire. Oh là là, c'est super beau. Bon, c'est super beau, super beau, super beau, super beau. Je me rappelais pas de ce moment. On peut parler de boulimie, des mots, le fait de tout vouloir savoir, notamment à l'âge de 16 ans, 17 ans, tout emmagasiné, quoi. Oui, pas tout emmagasiner, connaître. J'arrivais dans une bibliothèque où il y avait une médiathèque, où il y avait tous les périodiques. Et alors, je voulais me faire mon avis. Et donc là, quand il y avait un problème, je commençais par gauche, libre penseur, droite, royaliste. Alors, ça passait du bolchevique à l'extrême de l'autre côté. Et puis après, bon, au final, j'avais quand même une marmelade. Mais vous aviez tout, quoi. Une curiosité insatiable, quoi. Un truc de dingue, d'ailleurs, qui vous pousse même à écouter la radio. C'est votre chef de projet dans votre maison de disques Polydor qui confiait ça à l'époque. Claude était excessivement curieux. Il me disait, j'écoute des radios d'extrême droite, ils ont l'art de la formule, ça l'amusait. Oui, mais elles n'étaient pas déclarées comme ça, en fait. Il y avait des auditeurs qui parlaient, mais ça permet plutôt de connaître quelque chose et le voir venir que d'être inconscient, quoi. En tout cas, Claude, cette agilité que vous avez développée avec les mots, elle vous a valu évidemment un certain nombre d'hommages, et pas n'importe lesquels. Regardez par exemple Charles Trenet parler de vous, qui a le chemin qui est le vôtre. À un moment, c'est une forme de consécration, malgré tout. MC Solar? Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que j'aime assez le rap, mais alors lui, il a porté un niveau poétique extraordinaire. Si bien que même on pourrait dire ses textes sans les rapper. On peut tout faire en rap. On peut rapper... On peut rapper des chansons de Charles Trenet? Oui, bien sûr, j'en serais très flatté. Écoutez MC Solar. Et vous l'entendrez faire avec la langue française ce qu'avant lui ont fait Bobby Lapointe, Boris Vian. Il est clair que la question de la langue, de notre langue, de son existence, de son évolution, de ses rapports avec les autres, est posée. Et que le débat que nous avons aujourd'hui sur ce projet de loi, adopté en première lecture par le Sénat il y a 15 jours, n'a pas été inventé de toutes pièces. Comment vous l'avez ressenti, ça, à un moment donné? Votre nom, cité par un des plus grands poètes français, à l'Assemblée nationale par le ministre de la Culture. J'étais super flatté. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, je suis allé dans une université où il y avait des cours d'ethnologie. Et puis le prof, il nous avait dit, ouais, c'est pas n'importe quoi votre musique, hein, il faut la faire quand même sérieusement, etc. J'ai toujours écouté ce truc-là. Et au début, en tout cas, je faisais en sorte que ce soit cohérent, pas n'importe comment. Quand on voit cette reconnaissance, notamment à l'Assemblée nationale, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la nationalité française. Vous l'avez eu très tard, à l'âge de 16 ans. Oui, je l'ai eu tard. Ma mère a fait souvent la queue à la préfecture. C'est pour ça que je l'ai eu aussi tard. Hein. Ça a dû durer, 5 ans de démarche. De quand elle avait le temps et quand elle arrivait et que c'était pas possible parce qu'il y avait trop de queue. C'était un combat, quoi. Oui. Mais je le dois pas à moi. Je dois à l'éducation nationale, à ma prof à tel moment qui m'a dit ouais, faut que vous bossiez. Donc on voulait lui faire plaisir parce qu'elle nous avait stigmatisés. Et puis on a bossé. Mais voilà, c'est là que j'ai commencé à lire. Eh oui. On a demandé à une autre prof de français d'être là. Elle s'appelle Virginie de Neuville. Elle est prof de lettres et de théâtre au collège Joliot-Curie de Bron. En classe en REP, c'est le réseau d'éducation prioritaire. Et elle n'est pas là par hasard, vous la connaissez, parce qu'en fait, elle a décidé de faire étudier les textes de 3 de vos chansons, Solar Pleure, Caroline et Clic Clic, pendant 3 mois
à ses élèves de 3e. Donc vous, on a vu votre parcours jusqu'à là. Ce qui est absolument génial, c'est que vos textes, ils sont étudiés par des élèves. On va essayer de comprendre pourquoi et comment. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Merci d'être là. Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire étudier du MC Solar à vos élèves de 3e? Alors, c'est une longue histoire. C'était pas gagné au départ. Ouais. Parce que quand Claude a connu le succès, moi, j'étais une ado. Ouais. Et le rap, c'était pas vraiment ce qu'on écoutait dans le milieu dans lequel j'ai évolué. Et je ne connaissais pas ces textes. Quand j'ai rencontré Claude pour la première fois, j'étais excitée de rencontrer une star, en fait. Mais j'avais une forme d'indifférence pour ce qu'il faisait. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, des discussions, de ce qu'on a pu vivre ensemble, que j'ai vu que c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, passionnant, passionné. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me pencher sur ces textes. Et là, je me suis dit, banco, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est tellement riche que je ne peux pas ne pas les étudier. Vous les avez étudiés avec vos élèves, des textes, donc. Qu'est-ce que vous avez essayé de leur transmettre à travers les textes de Claude MC Solar, Claude M. Barali? D'abord, c'est un moyen extrêmement ludique et attrayant, en fait. C'est une façon plus sympathique pour des élèves adolescents d'entrer dans l'étude de la langue française. Donc, il y avait d'abord un choix d'attrait, de les intéresser, clairement. Quand vous dites le mot rap avec des collégiens, ça passe tout de suite mieux qu'avec des classiques. Même si c'est pas de la pure démagogie. On fait pas. Je n'étudie pas les textes de Claude parce que ce serait plus facile que des auteurs classiques. Peut-être même pas du tout, en fait. Et puis ensuite, c'est des textes, donc je vous l'ai dit, qui sont très très riches. Claude manie extrêmement bien la rhétorique. C'est quelqu'un qui a un vocabulaire extrêmement enrichi. Il maîtrise le lexique, il maîtrise la polysémie, la polyphonie des mots, parce qu'il joue énormément avec les sonorités. Il y a un vrai plaisir dans les textes de Claude, pour lui et puis pour nous ensuite. Ce plaisir, il est là. C'est vraiment très agréable de travailler sur ces textes. Et puis, il maîtrise toutes les figures de style de la poésie. Et les élèves, quelle approche ils ont eue? Parce que vous leur avez demandé de comparer un texte de MC Solar et un texte de Booba. Quelles conclusions ils en ont tirées? Je pense qu'ils ont été capables de faire la part des choses et ils se sont vite rendus compte qu'il y avait une richesse et un intérêt littéraire qu'on n'avait pas dans les autres textes. C'est ça. Il faut dire que Claude, il s'est très vite détaché de la définition classique américaine d'un rap qui avait une forme de violence, d'agressivité ou de vulgarité. Et ça, mes élèves ont très vite vu que ça n'était pas dans ces textes et que ça n'enlevait rien à ces textes. Et ça, ils l'ont perçu et aimé? Ils ont aimé, ils ont vraiment aimé. Et vous, là-dessus, Claude, est-ce que vous sentez une forme de responsabilité par rapport aux élèves de Virginie, mais aussi aux autres? Aujourd'hui, vous vous sentez comme une sorte de premier de cordée? C'est un mot à la mode en ce moment avec le président qui parle de premier de cordée. Est-ce que vous tirez un peu les autres? Je donne la voix. Donnez la voix. Ouais, j'appellerais ça un Sherpa. C'est-à-dire là, il y a l'Himalaya, et puis là, il y a le Mont Blanc. Tu peux aller dans les deux. Puis d'ailleurs, les deux sont très bien, puisqu'il y a du bon air. Oui, c'est plutôt dire qu'il y a autre chose de possible. Et puis développe-toi aussi. C'est toujours ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette musique? Elle était déjà super caricaturée avant même qu'il y ait les premiers disques. Mettons dans le panel quelque chose de différent. Et heureusement, beaucoup ont suivi. Merci beaucoup Virginie d'être venue nous voir. Je rappelle que vous êtes prof de lettres et de théâtre aussi, donc à Bron, en classe d'un réseau d'éducation prioritaire. Merci beaucoup. Vous parliez, Claude, de bien écrire, donc la graphologie. Il n'y a pas que le style, il y a aussi l'écriture qui est la vôtre. On va la voir, l'écriture qui est la vôtre. On l'a confiée à notre graphologue, Sophie de Richebourg. Elle ne sait pas, évidemment, de qui il s'agit. Et voilà ce qu'elle en dit. Ce qui frappe la graphologue, c'est la densité du trait, l'écriture à dominante de forme, l'écriture assez compacte, avec un trait qui est dense, presque parfois un peu lourd. Ça parle d'un homme qui est probablement très concret dans sa manière de fonctionner. C'est quelqu'un aussi probablement qui ne lâche pas, et quand il est sur un sujet, il approfondit jusqu'au bout, et il a besoin qu'on lui laisse le temps de travailler et de travailler à son rythme. Il a besoin de prendre son temps pour bien faire. Si on le bouscule,
il est malheureux. Parce qu'il y a un petit côté aussi dans l'écriture, avec la mise en page très cadrée. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de sentir que l'environnement est fiable. Parce que c'est une nature anxieuse. Et donc c'est un homme qui probablement rumine les critiques, n'oublie pas. S'il est blessé, c'est un homme qui peut presque parfois avoir peut-être même des manifestations somatiques, hein, des maux de ventre, des maux de tête, parce qu'il garde à l'intérieur le poids de ses émotions. Donc c'est une écriture un peu éponge, qui vraiment prend tout ce qu'il y a à prendre. Donc il s'en nourrit, et il aime du coup d'ailleurs en nourrir les autres, en transmettant ce qu'il a à transmettre en fait. Ça aurait fait un très bon enseignant, une forme un peu de sagesse. Enfin, il est encore jeune en fait, mais il y a un côté un peu sage. On vient le voir pour qu'il ait des choses à raconter. Oui. Ouais, je me retrouve un peu et puis des fois je me retrouve pas. Par exemple, Camoufler ses souffrances, ça vous retrouvez pas là-dedans? Aussi. Bien sûr, oui, il faut pas faire une exposition universelle des choses qu'on a, parce que ça fait des poids à tout le monde. Dans quoi vous ne reconnaissez pas dans ce qu'elle dit, par exemple? Cette histoire sur le regard des autres, je crois que c'est non, je l'ai plus. Bah, peut-être que je l'ai eu. Hein. C'est vrai que j'avais envie de bien faire, mais c'était pour la cause, entre guillemets. Je l'ai plus. On parle, Claude, on l'a évoqué tout à l'heure, de votre rapport avec le milieu du rap, votre regard apaisé sur le monde, votre absence de contestation affichée. Vous vous en placez un peu en marge de ce milieu-là, un milieu qui vous doit pourtant beaucoup. D'ailleurs, vous aviez une image pour définir votre place à la fois dans le rap et à la fois en dehors. Vous avez dit à votre ami Bambi, « J'ai l'impression d'avoir porté du bois pour les aider à construire un bateau, mais le bateau est parti sans moi. Ils m'ont laissé sur la rive. » Oui, j'ai pensé ça à un moment donné. C'est de ma faute. C'est-à-dire? Ma très grande faute. Parce que moi, je voulais donner un côté pas stéréotypé. En me disant, en plus, je vais pas vous concurrencer puisque je vais faire autre chose. Et puis, il y avait aussi... on était plein dans le studio, tu vois. Il y avait des groupes de partout. Donc je me disais, bon, on va pas tous faire la même chose. Sinon on se regarderait tous, oui, t'as fait comme moi, etc. Donc je pensais que je faisais un truc... Puis quelques années plus tard, on me reprochait un petit peu de ne pas ressembler à ce qui se faisait aux États-Unis. Ouais, ils vous reprochaient de ne rien revendiquer, finalement, de ne pas exprimer une forme de révolte, et d'être un peu trop variétoche. C'est vrai. Et puis, c'est parce que c'était un langage codé. Je pense que... Oui, d'abord, je pouvais pas, moi, écrire quelque chose qui avait pas un sens. Mais comme c'était pas fait avec le havoc, la révolte... Mais quand on raconte le nouveau western, où la vie est belle, qui est carrément tout l'inverse, ou, je sais pas, gangster moderne, la concubine de l'hémoglobine, victime de la mode... ce sont que des choses, des prises de position, alors quelquefois pour la liberté. Solar pleure. En vrai, je sais qu'un bon équilibre, c'est pas 2 pieds, mais c'est 3, un trépied. Et donc je mets bien sûr un peu d'écriture, du flow, et puis des sujets. Et j'oublie jamais de mettre des sujets. Mais évidemment, comme ils étaient pas brandis, c'est ça. On n'a peut-être pas perçu. Parce que certains ont dit, finalement, il est indifférent à ce qui l'entoure. Par exemple, une pique assez violente d'Olivier Cachin, qui est assez doux généralement, journaliste spécialiste du rap. Sa neutralité confine à la perte d'identité. Il est dans le consensuel qui ouvre sur le néant. On voit bien depuis tout à l'heure, vous êtes exactement l'inverse sur ce divan. Mais ce milieu-là, très fermé, pour qui vous avez tant fait, c'est comme ça. Pour certains, évidemment pas tous, il ne faut pas caricaturer, mais qui vous perçoit. C'est une perception, mais effectivement, c'est pas le style des jeunes à Chicago, c'est pas le style d'Atlanta, c'est pas le style... C'est ça. Mais pourquoi j'avais pas ce style super arrogant et tout ça? 1, j'étais plus petit que les autres. Ouais. 2, j'allais rentrer en RER chez moi et puis voir la dame de la boulangerie demander une demi-baguette en francs, à l'époque. Je lui dis, je vais rester moi-même, mais j'ai plein de sujets. Je me rappelle, moi, mes premiers raps, c'était à l'époque de l'apartheid. Alors ça, comme ici, là, ça parlait de l'apartheid, des trucs comme ça. Et j'ai toujours gardé il faut toujours quand même un sujet.
Oui, mais un sujet par exemple, parce que vous aussi, vous avez été confronté, comme eux, à l'adversité, de temps en temps même au racisme. Par exemple, je voyais cette anecdote, un jour vous avez été coincé à la douane, vous ne pouvez pas rejoindre une de vos idoles, Stevie Wonder, parce qu'on vous refuse de vous faire passer parce que vous êtes black, qu'on ne vous reconnaît pas. Une autre fois, on vous refuse de vous servir dans un café parisien parce que vous êtes noir. Ces histoires, vous les avez racontées, mais sans haine. Et c'est ce détachement que vos collègues rappeurs vous reprochent finalement. Je pense qu'ils ont raison. Et il est possible que tout le monde ait raison. Et là, moi, je m'étais dit que si on porte la voix, on ne va pas porter la voix à des convaincus. Parce que quand j'étais en ethnologie participante, on dit, si vous êtes une voix, c'est pas une voix pour vous-même en faisant des pas de danse, c'est aussi pour aller ailleurs. Oui, mais eux, ils vous répondent, Joey Starr par exemple, là, mais en donnant des grands coups de pied dans les portes, on les ouvre aussi. Effectivement, il a raison. Je pense que pour aller quelque part, pour quelle que soit la chose, il faut plusieurs... par exemple, quelqu'un qui doit aller en guerre contre quelque chose, il faut l'armée de terre, des fantassins, un état-major, des espions, des entraîneurs, et même dans une équipe de foot, quoi. Il y a un milieu de terrain. C'est ça. Donc chacun a un rôle, en fait. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est aussi, et savoir plutôt, c'est comme... Dans la défense du hip-hop, à l'époque où c'était le début. On peut pas y aller tout... Alors, ça veut dire que ou que quelqu'un d'autre a la justesse, c'est... Ouais. Moi, j'aimerais savoir, évidemment, comment vous vivez ces attaques, même si aujourd'hui, elles sont moins fortes. Regardez, moi, ça m'avait surpris de voir Joey Starr à Thé ou Café vous citer en incise. Je me suis dit, en le voyant, comment Claude MC Solar le ressent. Comment vous les choisissez, les mots? Vous êtes gourmand des mots? C'est pas les mots que je choisis, c'est ce que j'ai à dire. Je choisis pas les mots, je m'appelle pas MC Solar. Je suis pas le genre de mec qui fait étal de son savoir. Ça, c'est de la branlette, quoi. Enfin, voilà, donc c'est une intention. C'est parce que si on a une culture à tous les niveaux, on a un minimum de culture à tous les niveaux, et puis on cogite, quoi. Et puis qu'on est en réaction à, et puis voilà, quoi. Mais à mon avis, il a raison dans son mode de fonctionnement. Ouais, en plus, quand on va il y a Picasso, Braque, Cézanne, machin, chacun fait sa couleur, quoi. Sauf que Picasso, Braque, Cézanne, ils balancent pas le pot de peinture sur la gueule du concurrent. Oui, c'est vrai. Mais je suis pas dans la... je me rappelle, il y avait les Spice Girls contre les Olsens. Il y avait les Beatles contre les Stones. Donc, comme j'ai vu déjà tout ça, oh là 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 là. Il faut dire que malgré tout, vous êtes assez loin de cette culture-là, parce que vous, vos influences musicales, en tout cas, c'est beaucoup la chanson française traditionnelle, celle qui utilise des mots pour vous faire plaisir, pour nous faire plaisir. On passe en revue quelques-uns des gens qui vous ont inspiré et qui vous ont permis d'écrire, on va dire, différemment que Joey Starr. Une petite fille en pleurs danse le mélange, et moi qui cours après. Et moi qui cours après au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Et puis en reculant, comme la mer se retire, il consomme l'adieu, il bave quelques mots, agite une vague main, et brusquement il fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux, et nom de Dieu c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco. Vous venez de là, Claude? Oui, aussi.
automatiquement, puisque avant que ce que je fais existe, on écoutait la chanson française traditionnelle. Puis c'est bien écrit, ça raconte des histoires de la vie des gens, quoi. Oui, je pense que... Oui. En tout cas, moi, oui, je viens de là aussi. C'est toujours pour le respect des anciens, quoi. Le respect des anciens, ouais. C'est aussi ça, d'où vous venez. On comprend mieux aussi pourquoi vous avez disparu, en fait, pendant 10 ans. Ça vous ressemble, quoi, en fait. Il y a une forme de cohérence. La dernière fois qu'on vous avait vu, il y a 10 ans, avant cette éclipse solaire, c'était pour le Rabbi Muffin, un titre tiré de la comédie musicale Les Aventures de Rabbi Jacob, mise en scène par Patrick Timsit. C'est extrêmement joyeux, évidemment, avec une référence cinématographique. On regarde. Sa ceinture et les mains, il est à Paris. Pour parler franchement, il y a pensé toute la nuit. Si seulement dans l'avion il y avait eu moins de bruit, il aurait pu se reposer et cela lui aurait suffi. Ne soyons pas futiles, pour lui c'est une grande première. De voir la terre des arts, de voir Paris, ville de lumière. New York était son astre et Paris sera son flambeau. Retour sur terre, aéroport, 23 degrés, il fait beau. Pensez à nous, pensez à nous. Revenez-nous, revenez-nous. Mais faites bon voyage. Bouge encore où ton baguette, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style bouge encore où ton baguette, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge encore où ton baguette, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, ce qu'il faut, c'est ça, c'est les tops. Pas besoin de faire le propre pour crier Mazel Tov. Là, on avait bossé avec Vladimir Cosma et Patrick Timsit. C'est super, ça, ouais. Puis bon, j'ai mis le point commun entre les papillotes et les locks. Voilà, il fallait que je trouve un truc. Et après ça, plus rien. On se serait inquiété pour d'autres. Pour vous, c'était assez cohérent parce on se dit, ça colle un peu avec le personnage. Ouais. La disparition, quoi. La disparition... Je veux dire publique, pas disparition de votre vie, au contraire. Ah oui. Il y a eu la chose que j'ai souvent voulu faire, c'est avoir le droit à la paresse, le fameux droit à la paresse. Et je sentais que ne rien faire aussi, c'est bien. Comment vous avez négocié ça? Il y avait une forme de culpabilité d'arriver à être paresseux, entre guillemets, alors que vous avez été élevé dans le travail, dans le labeur, dans le devoir? C'est encore des mauvaises lectures. J'avais lu Paul Lafargue qui parlait du droit à la paresse. Je suis tombé sur des gens qui prenaient une année pour aller vivre des choses différentes. C'était bien puisque j'avais quelque chose d'autre, c'est-à-dire des enfants à regarder plusieurs étapes, quoi. C'est un super privilège. Peu de gens ont cette chance, ont cette possibilité, pardon. Donc jamais vous vous êtes dit il faut que j'y retourne. Tous les mois de juin. Tous les mois de juin, je me dis merde, j'ai rien foutu. Et après, il est arrivé les vacances, puisque j'ai gardé le rythme scolaire, évidemment. Je me suis dit bon, je verrai à la rentrée. Mais tous les mois de juin, vraiment, j'activais des gens en disant ouais, il faut rebosser là. Puis voilà. Quand je dis voilà, c'est que si je l'avais pas fait, même un an, ce serait mon gros regret parce que histoire de voir une autre chose, une autre vie. D'abord, ça m'a permis d'aller rejouer un peu au foot. Ça m'a permis d'aller voir des musées, d'aller, j'ai pas rencontré des gens, voir des gens que j'avais pas l'occasion de voir, des gens qu'on a vus sur les photos, des anciens, tu vois, prendre du temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu voyagé. Je suis allé régulièrement dans des réunions de parents d'élèves pour savoir, je sais pas, des choses comme ça. Vous n'êtes pas dit, je dois aussi montrer ça à mes enfants. Le travail, c'est une valeur. Et là, ils voient un père finalement super, très présent, mais bulleur. Ah ouais. À un moment donné, je me suis dit, mais, punaise, ils vont se demander ce que je fais. Mais non, elle était trop longue, la pause. 10 ans de pause. 10 ans de pause, c'est vraiment trop long. En tout cas, on a bien compris, le moteur, c'était aussi de voir grandir ses enfants. Ces enfants, ils évoluent dans quelle culture? Dans quelle culture? Ah non, je voudrais pas parler d'eux parce que ça va les fixer.
Donc, non, je pense qu'il faut les laisser. Je souhaiterais les laisser faire leur vie. Alors, on va les laisser faire leur vie, on voit bien. Sinon, on a déjà altéré leur pureté en leur disant tiens, t'es pas comme les autres de ton école. Et vous savez bien qu'ils ne sont pas totalement comme les autres de leur école. Ça vaut pour toutes les personnalités, même si on voit bien à quel point c'est pour vous important d'essayer de les préserver. Mais de fait, ils viennent d'où ils viennent. À mon avis, non. À votre avis, non? Ouais. Non, il ne faut pas penser qu'ils ont une différence avec les gens de leur âge, de leur école, de leur génération. C'est qu'on intervient dans leur truc. Ils sont anonymes, comme les autres. Hein. Non, ça, j'en suis sûr. Ils ont écouté le dernier album? Ils ont été le moteur du retour? Alors là, je souhaite pas que ça ait une importance super capitale par rapport à toute la musique de leur âge, génération et de leurs jeux vidéo et des choses comme ça. Ce qui m'arrive, on ne doit pas du tout les atteindre. On voit bien comment vous voulez les préserver. En tout cas, l'album est là. Un album donc, que vous avez mis du temps à proposer au public avec ce single Sonotone. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, testent ma prostate, me parlent d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent envers l'an style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi? Tu veux que je fasse du jogging? Attraper les années avec du bodybuilding? Mettre de l'antiride à la graisse porcine? Passe clean avec peeling et lifting? Ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 vers le sonotone. J'aurais voulu te dire que je m'en vais. J'aurais voulu te dire que je m'en vais, que je m'en Vous qui avez connu au début un succès absolument incroyable, est-ce que vous avez craint, là, après 10 ans, de revenir et finalement de ne pas le retrouver, ce succès qui existe, puisque l'album a été plus que bien accueilli? Vous avez, flippé, pour dire les choses? Non, j'ai pas flippé. Je me suis dit, on va refaire du vélo, faire plusieurs choses. Et puis les proposer. Et là, vous êtes reparti dans le game, là, pour le coup, c'est le retour. Bah oui, j'ai la certitude de savoir que je suis musicien. C'est pas le game, c'est géopoétique. Donc là, je me suis retrouvé. Et puis bon, continuer un petit peu. Allez, on débrief Claude MC Solar. Oula, bonsoir. 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 Ça va? Ouais, ça va. On m'avait dit, ça va être compliqué, il va peut-être pas parler. C'est tout l'inverse. C'était d'une simplicité absolue. Il suffisait juste de vous accompagner. Il y a un petit sujet qui est vraiment la sphère privée d'aujourd'hui, la cellule familiale dans laquelle vous voulez pas qu'on pénètre. Mais pour le reste, hein, vous avez beaucoup plus donné que je n'imaginais, Claude. Ouais. C'est grâce à l'accoucheur. Vous êtes parti assez facilement tout seul au début. Moi, l'important, c'est peut-être pour me connaître aussi, refaire une synthèse. J'ai découvert plein de choses que j'avais oubliées. Je me suis rendu compte que j'ai une vie remplie. Ah ouais. Remplie. J'ai fait quand même beaucoup de choses. Ah ouais, c'est clair. Nous nous en rendons jamais compte. Ouais, bien sûr. Là, ça fixe les choses un petit peu, quoi. C'est un petit point d'étape. Peut-être une fierté pour que les enfants voient finalement tout le parcours du papa. Là, avec les choses qui ont été dites, ça leur apprend peut-être pour eux et puis même pour tout le monde à peu près ce que je suis, si ça sert à quelque chose. Mais même moi.
je me dis, tiens, il y a sur des choses où je vais devoir être totalement l'inverse ou évoluer. Parce que je suis à un point précis, donc je me suis vu. Et puis, je vais peut-être évoluer dans certains trucs, volontairement, voir ce que ça donne, hein, toujours. Merci beaucoup, Claude. Il faut terminer en complétant la phrase. Pour vivre heureux. Pour vivre heureux, vivons pacifiquement. J'ai pas dit pacifiquement, j'ai dit pacifiquement, avec toutes ces syllabes. Ça peut me faire réfléchir. Pacifiquement, super. Merci, Claude. Merci. MC Solar. Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.